Il y a aujourd'hui un paradoxe aussi déroutant que troublant qui se joue en plein cœur des États-Unis. Ce pays capable de dépenser des milliards à l'étranger est incapable d'assurer un toit à ses propres citoyens. Et s'il y a bien un endroit où cette contradiction est criante, c'est à Manhattan. Autrefois perçu comme l'incarnation du rêve américain, un symbole de réussite et de possibilités infinies, Manhattan bascule aujourd'hui dans une réalité que peu auraient pu imaginer. Derrière les néons et les gratte-ciels majestueux, ce sont désormais des rangées de tentes qui s'étendent le long des trottoirs, et des habitants contraints de vivre dans des conditions plus précaires que celles d'un pays en guerre, le tout, au cœur de l'un des quartiers les plus riches du pays. Dans cette vidéo, on va lever le voile sur ce que Manhattan est réellement devenu. Un mirage du rêve américain, écrasé par la misère, l'indifférence et une crise sociale à ciel ouvert. Souvenez-vous du film Maman, j'ai encore raté l'avion, quand le petit Kevin se retrouve seul à Manhattan. L'image qu'on garde tous en tête, c'est celle d'une ville magique, les rues illuminées, les gratte-ciels qui frôlent les nuages, les vitrines étincelantes. C'était ça, Manhattan, un décor de conte de fées, un symbole de grandeur, d'espoir et de modernité. Mais cette carte postale appartient au passé. Car en 2025, la ville n'a plus grand-chose à voir avec cette image féerique. Les fissures apparaissent partout. Les trottoirs se transforment en campements. Les stations de métro servent de refuge. La pauvreté, autrefois dissimulée, fait désormais partie du paysage quotidien. Des scènes qu'on penserait impossibles dans un tel bastion de richesse deviennent la norme. En mai 2025, New York a recensé plus de 350 000 personnes sans logement stable, assez pour remplir 6 fois le Yankee Stadium. Et c'est Manhattan qui concentre la majorité de cette population invisible. Des dizaines de milliers dorment chaque nuit dans des refuges bondés, des parcs, des rames de métro, des couloirs d'immeubles abandonnés, ou, avec un peu de chance, sur le canapé d'un proche prêt à les accueillir. Les quartiers de Midtown, Hell's Kitchen et le sud de Manhattan sont devenus les épicentres des nettoyages orchestrés par la ville. Rien que dans le District 3, plus de 11 000 personnes ont été déplacées, soi-disant pour garantir la sécurité publique. Mais en réalité, où sont-elles allées? Très peu sont réellement acceptés dans les centres d'accueil, qui débordent déjà. Certains de ces lieux sont même devenus dangereux. Tensions permanentes, violences, troubles mentaux. C'est une véritable poudrière. Et pendant ce temps, des centaines de bâtiments restent vides, alors que des milliers de sans-abri attendent pendant des heures, dès l'après-midi, dans l'espoir d'un lit. Beaucoup finissent par abandonner et retourner sur les trottoirs ou se réfugier sous terre, dans le métro, à la recherche d'un peu de tranquillité. Manhattan, autrefois rêve éveillé, ressemble désormais à un décor de film post-apocalyptique. Tout est encore illuminé, mais l'âme de la ville s'éteint peu à peu. Ceux qui ont construit cette ville, qui l'ont fait vivre, sont en train d'en être chassés. Et si même Manhattan ne peut plus protéger ses habitants les plus vulnérables, que restera-t-il de l'Amérique pour les générations à venir? Au pied des tours financières, là où chaque mètre carré vaut des dizaines de milliers de dollars, ce sont des bouts de bâches froissées qu'on aperçoit, des abris de fortune installés sur les trottoirs, que certains n'ont d'autre choix que d'appeler chez eux. En 2025, marcher dans les rues de Manhattan, ce n'est plus traverser des avenues animées ni contempler des hôtels de luxe. C'est découvrir, chaque jour, une ville fracturée. Des tentes alignées comme des bidonvilles, des personnes sans domicile, jeunes comme âgées, qui luttent pour survivre dans un chaos que rien ne semble arrêter. Les loyers sont devenus tellement inaccessibles que Manhattan est désormais un club fermé, réservé aux plus riches. Il n'y a plus de place pour les travailleurs ordinaires, ceux qui servent dans les restaurants, qui vendent dans les boutiques huppées, qui livrent les colis ou nettoient les hôtels chics. Ces gens qui font tourner Manhattan chaque jour ne peuvent même plus y vivre. Et plutôt que de s'attaquer aux vraies causes de cette crise, la mairie a choisi une solution plus propre en apparence. Démanteler les campements de tentes et éloigner ces personnes des regards. On a lancé le concept des safe havens, des mini-refuges censés offrir aussi un accompagnement médical et psychologique. Sur le papier, ça semble encourageant. Mais dans la réalité, le premier centre du Bronx n'offre que 80 lits, alors que des milliers dorment dehors chaque nuit, et près de 80 000 s'entassent déjà dans des abris surchargés. Autrement dit, ces quelques lits sont une goutte d'eau dans l'océan. L'organisation Coalition for the Homeless, l'une des plus importantes de New York, dénonce cette politique. Selon elle, évacuer les campements, c'est priver les sans-abri de leurs maigres repères, les éloigner de l'aide dont ils ont besoin, et accroître les risques sanitaires, tout l'inverse de ce que recommande le CDC. Aujourd'hui, Manhattan ne se résume plus à ses gratte-ciel ou à ses avenues de luxe. C'est devenu un miroir sans filtre des fractures profondes de la société américaine. Entre deux vitrines de luxe, on voit une tente. Entre deux cadres en costume, une silhouette sans domicile. Et entre deux panneaux publicitaires vantant la réussite, un regard fatigué qui espère juste passer une nuit sans être chassé. Quand une ville n'est plus capable de protéger les plus fragiles. Quand les lois ne garantissent plus la justice pour tous. Peut-on encore croire au rêve d'une société équitable et humaine?
Manhattan, avec tout son prestige et sa puissance, peut-elle encore prétendre être un lieu où chacun a sa chance? Cette ville autrefois si vibrante, ce modèle de réussite, est aujourd'hui à un tournant. Un tournant où l'on doit choisir, continuer à ignorer l'effondrement, ou se battre pour reconstruire un avenir plus juste. Des quartiers autrefois familiers se transforment peu à peu en zones désertes, presque fantomatiques. Des lieux que l'on évite désormais, tant le sentiment d'insécurité est devenu omniprésent. Ce qui, hier encore, représentait le cœur culturel et économique de New York, s'apparente aujourd'hui à des territoires oubliés, engloutis par l'abandon et la misère. Les rues, autrefois animées et pleines de vie, ne sont plus parcourues que par les âmes errantes des sans-abri, dans un décor miné par la criminalité et le retrait progressif de l'État. Prenons Times Square par exemple, ce lieu emblématique, vitrine mondiale de Manhattan, connu pour ses panneaux lumineux et sa foule perpétuelle. Il ne brille plus comme avant. Il inquiète. Aujourd'hui, la montée de l'insécurité, la présence manifeste de groupes criminels et l'omniprésence de personnes sans domicile font que beaucoup hésitent à s'y aventurer. Même des quartiers touristiques comme Chinatown ou Soho, qui attiraient autrefois les foules, se vident dès la tombée de la nuit. Le problème ne vient pas seulement du recul du tourisme, mais du fait que ce sont aussi les habitants eux-mêmes, les travailleurs, les familles et même les entrepreneurs, qui fuient Manhattan. Les loyers qui explosent, le coût de la vie devenu intenable, et une criminalité incontrôlée poussent les gens à partir. Des zones jadis synonymes de prospérité sont aujourd'hui marquées par les rideaux baissés, les immeubles vides, et un vide palpable à chaque coin de rue. Ce n'est pas seulement une perte matérielle, c'est une blessure psychologique profonde. Les habitants sont pris entre l'image d'une Manhattan florissante et celle d'une ville déchirée, où le sentiment de justice et de sécurité disparaît. Les sans-abri, les réseaux criminels et les infrastructures délabrées sont devenus des éléments inévitables du paysage. On ne se sent plus en sécurité en arpentant les rues autrefois mythiques. Peut-on réellement continuer à laisser une ville que le monde entier admirait sombrer dans l'oubli et la peur? Peut-on accepter que Manhattan devienne une cité fantôme, vidée de tout espoir pour l'avenir? La question qui se pose est essentielle. Manhattan peut-elle retrouver son éclat ou restera-t-elle prisonnière de ses divisions sociales et de son abandon croissant? Quand on marche dans ces rues aujourd'hui, la fracture saute aux yeux. D'un côté, les quartiers riches, les immeubles de prestige. De l'autre, la misère visible, les abris de fortune. Ce n'est pas qu'un fossé économique, c'est une fracture sociale profonde, avec des lignes de tension invisibles qui se dessinent sous la surface. Et chaque jour, ces lignes s'enfoncent un peu plus. Alors que les vitrines des boutiques de luxe et les enseignes lumineuses éclairent les artères de Manhattan, d'autres zones restent plongées dans l'ombre. Sous les ponts, près des centres commerciaux, dans les couloirs des stations de métro, les sans-abri dressent leur campement de fortune. Ces frontières urbaines marquent une lutte silencieuse, non pas une guerre de classe, mais une bataille quotidienne pour survivre, pour exister, pour garder une place dans une ville qui n'en a plus pour eux. Sous les rues, des zones se sont formées, partagées entre sans-abri, gangs et indifférence des autorités. Chacun y contrôle une parcelle de territoire, comme si la ville avait renoncé à les réguler. Les sans-abri ne sont pas seulement confrontés aux dangers de la rue, mais aussi à la stigmatisation permanente. Ils sont invisibles aux yeux de nombreux habitants, comme s'ils n'étaient que des ombres errantes. Dans des quartiers comme Chinatown, Soho, ou autour de Times Square, les avenues qui jadis fourmillaient sont devenues synonymes d'anxiété. Les associations et quelques communautés s'efforcent de tendre la main, mais leurs efforts restent bien insuffisants face à l'ampleur des écarts sociaux. Ces personnes ne cherchent même plus à être intégrées. Elles se battent simplement pour survivre, pour se protéger d'un monde devenu hostile. Ce fossé n'est pas seulement géographique. Il est mental. Ces zones abandonnées sont perçues comme des territoires à fuir, envahis par la saleté, l'insécurité et l'incertitude. Et même lorsque les autorités interviennent en démontant des campements, en retirant les tentes, cela ne règle rien sur le fond. Ce sont des mesures temporaires, sans vision à long terme. Ces lignes de fracture, de plus en plus visibles, traduisent une polarisation alarmante. Elles incarnent bien plus qu'un simple problème urbain. Elles soulignent l'effondrement des principes d'équité, d'égalité des chances et d'humanité. Et si l'on refuse d'agir pour combler ces divisions, peut-on encore prétendre vivre dans une société juste et humaine? Ce n'est pas une interrogation pour aujourd'hui seulement, mais pour l'avenir. Car de cette réponse dépend le destin de Manhattan et de bien d'autres villes. Dans une ville où tout a un prix, survivre n'est pas une évidence. Pour les plus vulnérables, chaque jour est une épreuve. Le coût à payer est énorme. Ils perdent leur droit à un logement, à la sécurité, à la dignité, et même à l'espoir d'un avenir meilleur. Les loyers à Manhattan sont devenus inaccessibles. Louer un simple appartement d'une chambre coûte aujourd'hui entre 4 000 et 5 000 $ par mois. Or, le salaire moyen à temps plein à New York tourne autour de 3 200 à 3 500 $ bruts. Résultat,
même avec un emploi stable, on peut se retrouver à la rue, faute de politique efficace pour protéger les locataires. Dans cette réalité, ce ne sont plus seulement les plus pauvres qui sont en danger, mais aussi la classe moyenne. Des personnes qui, hier encore, se croyaient à l'abri, commencent à crouler sous les dettes, à vivre grâce aux cartes de crédit, et redoutent que le moindre accident de la vie, une maladie, une perte d'emploi ne les fasse basculer dans l'exclusion. Le coût de la vie a érodé la capacité d'épargne de la classe moyenne, laissant peu de marge face aux imprévus. C'est comme une porte qu'on croyait grande ouverte, mais qui se referme doucement. Chaque nouvel immeuble de luxe qui sort de terre est une opportunité de moins pour ceux qui ont grandi ici. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de perte de confiance dans le rêve new-yorkais lui-même. Comment expliquer qu'une ville autrefois fière de son humanité devienne peu à peu inaccessible à ceux qui l'ont bâtie? Les centres d'hébergement, censés représenter une solution, n'ont pas tenu leurs promesses. Bien qu'utiles pour gérer l'urgence, ils ne répondent pas aux vraies racines du problème. Trop peu de place, peu de services adaptés, aucune souplesse pour les besoins variés des personnes à la rue. Le problème n'est pas seulement quantitatif, mais aussi qualitatif. Beaucoup de ces refuges manquent de soins médicaux, et surtout d'un accompagnement en santé mentale, pourtant vital après des années de vie dans la rue. Très peu proposent des formations ou un accompagnement vers l'emploi, qui serait pourtant essentiel pour reconstruire des vies. Et dans certains cas, les conditions d'accueil sont si dégradées que les personnes s'y sentent maltraitées ou humiliées. Alors, combien de temps allons-nous accepter ces demi-solutions? N'est-il pas temps d'adopter une approche globale, où chacun, quelle que soit sa situation, puisse trouver une vraie chance de changer sa vie? Face à l'inefficacité des politiques publiques, ce sont souvent les citoyens, les bénévoles, les associations de quartier qui prennent le relais. Grâce à leur empathie et leur engagement, ils réussissent, à leur échelle, à alléger la souffrance des plus fragiles. Ces initiatives ne se contentent pas d'offrir de l'aide matérielle. Elles créent des ponts, elles restaurent le lien humain, et elles redonnent à certains l'espoir de se réinsérer. Car dans ce combat, chaque geste compte. En proposant des formations professionnelles et en accompagnant les recherches d'emploi, certaines associations offrent de véritables chances à ceux qui dorment dans la rue de reconstruire leur vie. Ces programmes d'apprentissage permettent aux sans-abri d'acquérir des compétences de base et de décrocher un travail, éléments essentiels pour sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Ces bénévoles, ces collectifs, ce sont aussi des voix qui défendent les droits des plus fragiles, qui interpellent les pouvoirs publics et réclament des changements concrets. Ils font le lien entre les oubliés et le reste de la société, pour que plus personne ne soit condamné à l'ombre. Et au-delà du soutien matériel, c'est un message fort qu'ils transmettent, un message de solidarité, de dignité et d'humanité. Néanmoins, aussi admirables soient ces actions, elles ne peuvent à elles seules résoudre un problème aussi vaste. Sans engagement sérieux et durable des autorités, tous ces efforts resteront ponctuels, sans pouvoir s'attaquer aux causes profondes. La mobilisation citoyenne est vitale, mais elle ne saurait remplacer la responsabilité de l'État, qui a le devoir d'offrir des réponses durables. Peut-on vraiment continuer à s'appuyer uniquement sur la bonne volonté des bénévoles? Ou bien est-il temps que les institutions prennent enfin le relais avec des politiques à la hauteur des enjeux? Si l'on veut véritablement changer le destin des personnes sans abri, il faut une alliance entre les pouvoirs publics et les acteurs de terrain. Ensemble, ils peuvent offrir plus qu'une aide ponctuelle, une réelle opportunité de s'en sortir. Malgré leur engagement précieux, les associations et les collectifs ne peuvent qu'apporter des solutions temporaires, si les autorités ne prennent pas les choses en main. À New York, à Los Angeles ou à San Francisco, des mesures ont bien été prises pour répondre à la crise du logement. Mais la réalité, c'est que ces avancées peinent à suivre le rythme effréné de la dégradation sociale. Parmi les leviers essentiels figure la question du logement abordable. Certains projets, comme le plan Get Stuff Built lancé par le maire Eric Adams, visent à relancer la construction. Mais ces initiatives restent très en deçà des besoins réels. Entre le manque de financement, la difficulté à trouver du foncier et l'inflation des coûts, même les promoteurs se heurtent à une montagne d'obstacles. Et en plus, ils doivent souvent faire face à une opposition discrète mais tenace des quartiers aisés, peu enclins à voir apparaître des logements sociaux à 2 pas de chez eux. Par ailleurs, une fois les personnes sans abri placées en foyer, l'accompagnement ne suit pas toujours. Le système de santé mentale, par exemple, reste largement sous-dimensionné. Pourtant, nombre de ces personnes souffrent de troubles liés à des traumatismes psychologiques, à des dépendances ou à des troubles psychiatriques non pris en charge. Les foyers d'hébergement, bien qu'ils offrent un toit pour une nuit, manquent cruellement de services adaptés, suivi médical, formation, accompagnement administratif. Sans cela, la réinsertion devient une chimère. Résultat, beaucoup finissent par retourner à la rue, parfois après seulement quelques semaines. Autre difficulté majeure, la lenteur dans le développement de logements sociaux. Même avec une volonté affichée, la machine administrative s'enlise. Demandes de permis interminables, blocages juridiques,
simples modifications techniques qui prennent des mois à valider. Certains projets ont été annulés à cause d'une simple réunion d'opposition dans le voisinage. Résultat, des centaines de personnes restent sans solution. Et quand il n'y a plus d'endroit où aller, la rue devient le dernier refuge. On s'installe sous une tente, puis une autre, et bientôt, un campement s'improvise. Des poches de misère se créent au cœur même de la ville. Pourtant, tout n'est pas noir. Il faut aussi saluer certaines initiatives encourageantes, comme les centres Safaven, qui offrent non seulement des lits, mais aussi un accompagnement psychologique pour les cas les plus urgents. Des équipes de terrain vont désormais directement à la rencontre des sans-abri, et des centres multifonctionnels voient le jour. Ils délivrent des papiers d'identité provisoire, facilitent l'accès à l'aide sociale, à la sécurité sociale ou encore aux aides au logement. Mais soyons clairs, ces efforts, aussi louables soient-ils, restent trop limités par rapport à l'ampleur du drame. Le temps presse, et les personnes en détresse ne peuvent pas attendre une décennie pour voir aboutir un plan d'action. Il faut des politiques publiques non seulement plus ambitieuses, mais aussi plus rapides, plus humaines et mieux adaptées à la réalité. La gestion de la pauvreté ne peut pas se résumer à des statistiques. Il faut construire un écosystème d'aide complet, soins, assistance juridique, hébergement temporaire, insertion professionnelle. Il est temps de changer de mentalité. Il ne s'agit plus de faire le ménage, mais de reconstruire un socle solide, sur lequel chacun, même le plus fragile, pourra tenir debout. Alors, la question est là. Notre société est-elle prête à engager de vraies réformes, pas seulement pour masquer le problème de la rue, mais pour construire un avenir digne pour tous? Parce qu'au fond, la crise du sans-abrisme n'est pas qu'un problème individuel. Elle reflète un malaise collectif, des inégalités structurelles, des politiques publiques à bout de souffle. Dans une ville comme Manhattan, où tout semble possible, cette réalité dérange. Des gratte-ciel aux quartiers oubliés, c'est le même constat. Le système censé protéger chacun de nous est en train de flancher. Sommes-nous prêts à regarder cette vérité en face? À prendre nos responsabilités? À bâtir une société où personne n'est laissé de côté? C'est notre façon de traiter les plus vulnérables qui déterminera le monde que nous construisons. Ce n'est qu'en redonnant de la valeur à chaque vie humaine que nous pourrons avancer vers un futur plus juste, plus stable et plus solidaire. Et si ce que vous venez d'entendre vous a touché, dites-le en commentaire. Partagez. Abonnez-vous pas pour les chiffres, mais parce que chaque clic peut faire écho. Chaque personne informée, c'est une voix de plus qui compte, un regard en plus tourné vers ceux que la société oublie. Ce message n'est pas là pour accuser ou pointer du doigt. Il repose sur des faits, des témoignages, des observations de terrain, pour éclairer une réalité souvent ignorée. Il ne s'agit pas de juger, encore moins de faire du malheur un spectacle. Il s'agit de comprendre, de réfléchir, et surtout, de ne pas perdre le peu d'humanité qu'il nous reste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de aimer, de partager et de commenter vos pensées dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous êtes au bon endroit. Profitez de l'opportunité d'explorer le monde à travers mes vidéos, j'en ai plein d'autres à vous proposer. Merci encore et à la prochaine.